Bonjour et merci pour cette invitation. Moi, je me concentrerai sur la question de la lutte contre la fraude fiscale. Juste 2 mots sur la question de l'impôt. Pour nous, pour aller vite et pour faire simple, l'impôt doit être direct et très fortement progressif. Et donc, il faut réduire de manière drastique les impôts indirects et en particulier la TVA, dont il faudrait viser la suppression, alors que c'est un des principaux postes, puisque c'est un des impôts les plus injustes, qui pèse évidemment plus fortement sur les plus pauvres. On pourrait au moins commencer par la suppression pure et simple de la TVA sur les produits de première nécessité. Mais ça, c'était en préambule. Ensuite, sur la question de la lutte, si je voulais faire un peu provocateur, je dirais qu'on pourrait commencer par dissoudre le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on pourrait commencer par se débarrasser par ceux qui couvrent effectivement les fraudeurs, puisque décembre 2016, c'était Noël tous les jours pour les fraudeurs fiscaux, puisque le Conseil constitutionnel a quand même réussi à censurer pas moins de 3 mesures qui visaient à lutter effectivement contre la fraude fiscale sur la question de la transparence, un des articles de la loi Sapin, sur la question de la publicité de la fiscalité. Bon, et puis 2 articles qui étaient dans la loi de finances, dont un qui n'était pas voulu par le gouvernement, mais qui avait malgré tout été voté par le Parlement, sur ce qu'on appelait la taxe Google, sur simplement l'obligation de payer des impôts, un truc exorbitant, effectivement, et le Conseil constitutionnel a considéré que c'était effectivement exorbitant. Et puis la 3e chose, c'est sur le fait qu'on puisse effectivement sanctionner sur cette question-là. Bon. 2 mots, évidemment, sur le verrou de Bercy, qui empêche effectivement les fonctionnaires des finances publiques de faire leur travail, de pouvoir poursuivre pour fraude devant les tribunaux. Ça m'amène à la 2e question, qui est évidemment les moyens de la lutte contre la fraude fiscale et le manque criant de personnel. Les syndicalistes estiment qu'il faudrait créer 10 000 postes. Bon, et c'est la Cour des comptes qui elle-même dit qu'avec les moyens qui sont mis aujourd'hui, ça fait peur, il y a le risque, entre guillemets, d'être contrôlé une fois tous les 40 ans, bon, ce qui permet quand même de dormir à peu près sur ses 2 oreilles. Enfin, et c'est complètement, enfin pas enfin, dans la suite, c'est complètement dans l'actualité, puisque évidemment l'activité citoyenne, l'activité militante, l'activité tout simplement, y compris de salariés sur les possibilités de contrôle est quelque chose d'absolument essentiel, et donc la nécessité de la protection des lanceurs d'alerte, un peu comme on peut encore, pendant que ça dure, être protégé quand on est membre d'un CHSCT ou délégué du personnel et qu'on dénonce les mauvaises conditions de travail. Bon. Ensuite, bon, évidemment, on soutient l'ensemble des exigences de transparence, de rapport pays par pays, de publicité, etc. Mais on l'a vu, les banques occupent une place absolument centrale dans le dispositif de l'organisation de la fraude, de l'évasion, des différents montages. Bon, vous en avez fait mention tout à l'heure, sur plus du quart des bénéfices qui sont réalisés dans les paradis fiscaux. Bon, avec une productivité par salarié, alors là, franchement, chapeau, du jamais vu nulle part ailleurs, et des banques françaises qui, comme la Société Générale, vont avoir 138 filiales dans les paradis fiscaux, ou la BNP 2000 filiales. Donc évidemment, nous soutenons toutes les exigences de transparence, de levée du secret bancaire, d'interdiction d'activité dans les paradis fiscaux. Évidemment, toutes ces mesures ont besoin d'être imposées par une mobilisation citoyenne, par y compris des mobilisations syndicales de celles et ceux qui peuvent travailler dans ces secteurs-là, de façon à faire effectivement la publicité et à mettre une expertise professionnelle au service de la transparence. On peut, par ces mobilisations-là et par ces moyens-là, sans doute imposer un certain nombre des mesures qui sont défendues, mais c'est un peu comme l'élastique qu'on relâche. Dès que la pression faiblira et la créativité des fraudeurs
fiscaux des grands groupes capitalistes comme des grandes banques est absolument sans limite. On l'a vu, les capacités de montage, c'est absolument... Ils devraient écrire des romans s'ils n'étaient pas banquiers ou fraudeurs, parce qu'il y a beaucoup de créativité. Et donc, par rapport à ça, nous, on défend, avec un certain nombre de mouvements sociaux, la nécessité de la socialisation du système bancaire, de façon tout simplement à leur retirer les moyens de nuire. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Donc, évidemment, ça suppose une véritable mobilisation pour imposer cette socialisation, cette expropriation. Bon, éventuellement, on peut discuter de l'euro symbolique. Bon, de façon, effectivement, à remettre le service bancaire au service de l'ensemble de la société, avec la possibilité de reprendre la main, bon, évidemment, sur ces questions de fraude fiscale, mais bien au-delà, de reprendre la main sur les questions de l'investissement et des choix de société. Voilà, ça paraît forcément quelque chose d'extrêmement élevé, mais en dessous de ça, toute efficacité des mesures ne peut être que temporaire. Et ça me ramène sans doute au premier point, qui était en forme de plaisanterie sur la question du Conseil constitutionnel, la question de la volonté politique de s'affronter effectivement, non seulement au système de fraude fiscale, mais au pillage organisé par ces sociétés, et le maître mot, donc de savoir dans quel type de société on veut vivre. Voilà. Question pour vous, ça y est, j'ai Christine Poupin, pardon. Donc une question, déjà, il nous semble, dans la lecture du programme de Monsieur Poutou, que vous êtes un des seuls candidats qui ne parle pas du baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Est-ce que vous êtes favorable à son maintien? C'est pire que ça. On est pour l'augmentation de... C'était pas écrit non plus. On est pour un retour à 50%. Ah oui. C'est dans notre programme. Je voulais juste rebondir sur quelque chose qui vient d'être dit sur les motivations de la censure du Conseil constitutionnel. Vous avez parlé d'atteinte à la vie privée et à l'intimité. Oui, mais c'est pas ça qui est dit par le Conseil constitutionnel. Vous confondez, c'est, je trouve assez stupéfiant, l'intimité et la vie privée avec ce qui est dans le rendu du Conseil constitutionnel, qui porte à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée. Excusez-moi, mais on ne parle pas exactement de la même chose. C'est parce qu'il y a eu plusieurs décisions. Il y a eu une décision de type Bettencourt qui portait sur l'intimité, voilà. La décision dont vous parliez en décembre qui porte sur les entreprises. Il y a eu deux décisions. Non, mais je voudrais juste... Non, mais je pense que j'ai bien précisé, vous parliez d'autres choses. Voilà. Voilà. Je parlais de celle qui était relative au verrou de Bercy. Voilà. Sauf si vous pensez que la question de la liberté d'entreprendre, c'est quelque chose de profondément intime. Non, il y a eu deux décisions différentes. Il y a eu une petite... voilà, il y a eu deux décisions différentes. Voilà. Il y a eu deux décisions. Oui. Okay. Donc, autre question, Lucie. Autre question. Dans votre programme, vous expliquez que vous arrêterez l'évasion fiscale en instaurant un contrôle des capitaux. Même question que Monsieur Ferraud. Je suis désolée, j'ai des trous de mémoire. Donc, est-ce que vous pouvez développer comment, tout simplement? C'est vraiment une question qu'on retrouve, c'est une proposition qu'on retrouve qui semble centrale. Bon. Mais concrètement, comment on instaure un contrôle des capitaux et en quoi ça permet de lutter contre l'évasion fiscale? Alors, il faut déjà qu'il y ait effectivement une interdiction. Et qu'en application de cette interdiction, il y ait effectivement application de la loi. Voilà. Mais il faut d'abord que la décision, elle soit une décision politique, qui est un choix de dire on arrête toute transaction avec les paradis fiscaux. Ça pose effectivement la question qui est celle de la liste, c'est-à-dire que en fait, il y a une bataille autour de ça et tous ces paradis fiscaux qui tout d'un coup sont devenus un peu gris, on ne sait pas trop, etc. Puis finalement fréquentables. Bon. Nous, pour l'essentiel, le programme qu'on défend est un programme qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre indépendamment d'une mobilisation citoyenne, d'une mobilisation des salariés et de la possibilité effective qu'il y ait ce pouvoir qui soit exercé par les salariés et par les citoyens. C'est sans doute ça qui fait la différence avec beaucoup des autres programmes qui disent en gros « élisez-nous et on s'occupe du reste ». Donc,
Question sur le Conseil constitutionnel. Comment vous le contournez? Non, mais la question, là, il s'agit à l'évidence, indépendamment de, techniquement, est-ce que d'une décision politique, les décisions du Conseil constitutionnel sont des décisions qui sont éminemment politiques, qui touchent directement à la possibilité ou pas, effectivement, de mettre un certain nombre de freins. Bon, là, en l'occurrence, à l'évasion fiscale, mais on a la même chose évidemment sur le terrain social, hein, puisqu'on constate que systématiquement sont censurées des mesures qui vont plutôt dans le sens social et sont validées des mesures qui détruisent le code du travail, etc., etc. Donc c'est une décision qui est une décision éminemment politique. Oui. Ça pose évidemment la question de l'architecture institutionnelle et de la rupture avec les institutions de la Ve République et avec effectivement ce pouvoir exorbitant. Mais ça va évidemment avec toute une série d'autres mesures qui passent par la suppression du Sénat, la suppression de la fonction présidentielle et une proportionnelle intégrale. Et puis on pourrait rentrer plus dans le détail sur ce que voudrait dire une démocratie réelle. Ok, très bien. Et une dernière question parce qu'on a réussi à faire, j'ai pas encore parlé des sociétés écrans alors qu'elles sont au cœur du scandale des Panama Papers. Alors je sens qu'il y en a qui vont y avoir envie d'ajouter quelque chose évidemment, mais dans aucun des programmes on trouve la mention des sociétés écrans, à aucun moment. Du coup, ça tombe sur vous cette question. Vous allez me dire c'est un peu facile, mais qu'est-ce que vous proposez pour mettre un terme aux sociétés écrans? Comment dire, c'est une construction même de la liberté des groupes capitalistes de se construire tous les instruments dont ils vont avoir besoin. Donc il ne vous aura pas échappé, si vous avez lu notre programme, que sur toute une série de questions, on est pour pas seulement la socialisation des banques, mais aussi la socialisation des grands groupes capitalistes, bon, qui est aussi de pouvoir mettre à bas ce pouvoir... Socialisation, ça veut dire nationalisation? Alors, on n'utilise pas le mot de nationalisation comme beaucoup d'autres gens, parce que un certain nombre d'entre nous, je veux dire, Elf était nationalisé, par exemple, c'est pas une garantie. Bon, on préfère le mot de socialisation parce que c'est à la fois la question de l'expropriation, effectivement, mais en même temps celle du contrôle citoyen, du contrôle des salariés, du contrôle de l'ensemble de la société pour décider collectivement de ce qui doit être produit et comment ça doit être produit. Si j'ai 2 secondes, je voudrais dire 2 mots sur la question européenne. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans un truc dont on peut pas, dont on n'arrive pas à se sortir. C'est-à-dire qu'à la fois, on a bien conscience, et l'exemple grec est là pour le prouver, que toute mesure qui rompt, tant soit peu, avec la question de l'austérité, avec les politiques d'austérité, avec le pouvoir exorbitant, en particulier du système financier et bancaire, se heurte immanquablement aux institutions européennes et aux traités européens. Et donc, on doit avoir à l'esprit la nécessité de désobéir à ces traités. Et en même temps, toutes les mesures, je pense d'abord à la concurrence fiscale, mais à d'autres, qui sont en gros des réponses de mise en concurrence, sont pour nous des mesures qui sont contre-productives. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'idée que nos solutions, elles ne peuvent être que coopérative, que dans le soutien, que dans la solidarité, et que ce qu'on doit arriver à mettre en avant comme mesures sont des mesures dans lesquelles peuvent se reconnaître d'autres peuples européens et sur lesquels il peut y avoir une communauté de mobilisation et un rapport de force qui peut être créé à ce niveau-là. Donc il ne faut pas confondre la lutte contre l'Union européenne, ses mesures, ses institutions, ses diktats, et la nécessaire solidarité des peuples européens pour mener un combat en commun sans lequel on s'en sortira pas non plus. Très bien. Merci. Peut-être une conclusion en forme de pas de côté, mais sur à quoi peut et doit servir l'impôt, et pour insister sur la dimension des services publics, avec quelque chose qui pour nous est un vrai choix de société, qui est des services publics pour répondre effectivement aux besoins, et avec une logique qui soit une logique non marchande, qui soit pour l'essentiel une logique de gratuité, puisque c'est effectivement ça qui va permettre l'égalité d'accès réel
réel. Et donc, cette augmentation des impôts de fait que nous, sur les sociétés que nous, on défend, c'est aussi la condition de défendre ça, cette logique de gratuité. Et je ferai juste un commentaire et un remerciement pour l'organisation de ce débat et pour le combat qui est mené autour de cette question de la fraude fiscale. Je pense que c'est aussi une mesure un petit peu de salubrité publique, de remettre les choses à leur place dans un temps où il est tellement de bon ton de dénoncer à longueur de chroniques les soi-disant assistés qui sont toujours les pauvres, parce qu'il faut voir qu'à l'autre bout, on est exactement à l'inverse de soi-disant la tricherie, la profitation et toutes ces choses-là, puisque un tiers des personnes éligibles au RSA ne réclament pas leur dû, et c'est 2 tiers quand on parle des questions de mutuelles, par exemple, et donc c'est utile de remettre les choses sur leurs pieds. Merci.